Cette année-là, Jean-Philippe, en bon négociateur qu'il est, a réussi à négocier un avion militaire de l'armée tchadienne. Quand on a décollé dans un avion, on s'est accroché comme les parachutistes avec les bagages qui étaient posés sur des filets au milieu de la carlingue. Et en fait, on était tous prêts à être parachutés, je sais pas où, avec un avion à hélice et puis on a atterri sur une piste de sable au plein milieu du désert. Enfin, voilà, c'est un truc rien que pour rien que s'il y avait que ça, je l'aurais fait quoi, tu vois. Donc c'est peu touristique, il y a peu de monde qui vient, c'est assez c'est sauvage, il y a pas d'hôtel, il y a pas de restaurant, il y a rien en fait. Enfin c'est le désert, il y a que des villages, des chameaux, donc voilà, des fois tu arrives dans un village, les enfants ils ont jamais vu d'occidentaux, donc tu vois c'est vraiment pur comme sensation quoi. Donc c'est des choses que tu vis vraiment jamais quoi. En fait, à chaque fois que tu passes une vallée ou une dune, tu te retrouves devant des architectures et des merveilles naturelles qui sont uniques au monde, incroyables, magnifiques. Enfin voilà, et là tu te dis ah ouais, en fait, je comprends pourquoi l'Enidi est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est entre minuit et 3 heures du mat. T'as fait 100 bornes, t'es tout seul dans le désert. Ouais, là je suis vraiment dans le dur. J'arrive pas à voir les perspectives. Je me pose 20 minutes, ils viennent me réveiller. Je sais même pas si je dormis ou pas. Là, c'était vraiment le moment crucial où ça m'a pas effleuré l'esprit, mais je me suis dit, OK, là, si tu restes là, tu finis pas. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à suivre ce podcast et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, vos partages en stories, vos commentaires. Continuez encore et encore, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à parler de ce podcast à votre famille, à vos amis, qu'ils soient fans de course à pied, de trail ou simplement passionnés d'histoire et de défis forts en émotion. Dépaysement garanti pour notre épisode d'aujourd'hui qui plante son décor au Tchad à l'occasion du Treg, un ultra-trail de 180 km au cœur du désert de l'Enedi. Pour cet épisode, j'ai eu la grande chance que ce soit Vincent Viette, un athlète au palmarès incroyable et aux valeurs humaines d'une grande richesse, qui nous fasse plonger avec lui au cœur de ce qui, bien plus qu'une course, s'apparente à une aventure hors du commun. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Vincent, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course épique. Bonjour Guillaume, écoute, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui. Eh bien écoute, plaisir partagé. Dans cet épisode, tu vas nous embarquer avec toi en Afrique centrale, et plus précisément au Tchad, à l'occasion du Treg, un ultra-trail hors du commun dans le désert de l'Enedi. Avant de parler plus spécifiquement de ta relation au sport, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, donc écoute Vincent, du coup j'habite à Annecy, je viens à la base de la région parisienne et je pratique les sports outdoor depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le VTT, puis le vélo, et puis je me suis mis au trail dans les années à peu près 2009-2010. Donc voilà, je suis passionné d'outdoor et de voyage et j'essaie de le faire partager aux gens qui sont autour de moi. Voilà. Ok, donc on comprend que le point de départ de ta relation au sport, c'est plutôt l'outdoor de manière générale. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus spécifiquement au trail ? C'est les raids, le multisport qui m'ont amené un peu à la course à pied au trail. Et du coup, j'ai un peu arrêté, j'en avais un peu marre du circuit VTT. Du coup, j'ai commencé à m'amuser sur des raids multisports par étape ou sur une journée avec mes potes. Et puis, du coup, on a commencé à faire pas mal il y avait des épreuves trail dedans. Et voilà, du coup, ça m'a bien plu. Je me suis inscrit à un premier trail en 2009 à la CIMIC-D. Et puis, du coup, j'ai jamais arrêté. Voilà. Ok, et à quel moment se perd la bascule vers une pratique à haut niveau et l'idée de t'y consacrer pleinement ? Écoute, le haut niveau, ça vient pas du jour au lendemain. C'est une démarche progressive où tu commences à faire des résultats un petit peu dans ton département, dans ta région, et puis après progressivement tu viens sur des courses nationales voire internationales, et puis tu progresses chaque année. Donc en 2012 où je fais huitième à la CCC, où j'ai commencé vraiment à me dire que je pouvais faire de belles choses. Et voilà, après en 2014 je fais quatrième au championnat de France avec un gros plateau. Et puis voilà, progressivement j'ai progressé, et voilà, aujourd'hui c'est vrai que j'ai une démarche un peu plus professionnelle et je m'implique vraiment dans ma pratique tous les jours, quoi.
D'accord. Et donc, si tu devais raconter à tes enfants, ou à tes petits-enfants, même autour d'un feu de bois dans quelques années, les 3 moments les plus marquants de ta carrière jusqu'ici, lesquels ce seraient? Est-ce qu'il y aurait justement la CCC, les championnats de France? Voilà, est-ce que les moments qui ne sont pas forcément des performances en tout cas, mais toi, les moments de sport très marquants dans ta vie? Ouais, bah, si je devais choisir, effectivement, je dirais peut-être la CCC 2012. Ça a été vraiment quand même un tournant où j'ai vraiment vu que j'avais possibilité de faire des belles choses. Surtout que c'était toujours partagé avec ma bande de potes et ça, c'était vraiment très très cool. Et puis c'est vrai qu'en 2016, je suis retourné et j'ai fait cinquième. Et là, c'était vraiment une course plutôt vraiment typée performance, alors qu'en 2012, c'était vraiment la découverte. C'est vrai l'arrivée à Chamonix, c'est des émotions qu'on vit très rarement dans la carrière d'un sportif. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des années, j'ai orienté ma pratique du trail en essayant de découvrir d'autres choses et de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles courses. Et c'est vrai que, bah, on va en parler tout à l'heure, le Tchad et le Trek a été une des très très belles courses de ma carrière. Petite séance d'autodiagnostic, Vincent. Quels sont, selon toi, tes atouts naturels dans cette pratique à haut niveau et peut-être à contrario, les zones sur lesquelles tu penses que tu as à consacrer plus de travail? Bah écoute, c'est vrai que quand je me fixe un objectif, c'est vrai que j'arrive vraiment à me mobiliser et avoir une grosse force pour aller pouvoir m'entraîner, faire des grosses séances. C'est vrai que j'aime bien l'entraînement, les séances dures et tout ça. Et c'est vrai que le jour J sur la course, si vraiment je suis dans la course, je vais rien lâcher jusqu'au bout et je vais vraiment être mobilisé pour donner le meilleur de moi-même. Donc ça c'est comme ça que je vois les choses. Et juste pour finir sur ton parcours et ta présentation, il y a ton activité de trailer dont on vient de parler. En marge de ça, tu es également coach et consultant en marketing. Est-ce que c'est pas trop difficile de faire coexister ces différentes casquettes? Et voilà, est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte chacune finalement dans ton accomplissement au quotidien? Ouais, bah du coup j'ai une maîtrise entraînement et marketing du sport. Et du coup, en fait, ça me permet d'avoir une carte professionnelle pour pouvoir bah, faire coacher les gens, et les aider dans leur pratique par rapport à moi mon expérience et essayer de leur apporter un plus. Et toute mon expérience que j'ai en trail, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'ai entre 10 et 15 personnes et ça me permet aussi d'échanger et puis d'avoir un autre œil sur la pratique. Donc moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'apprends d'eux et j'essaie de leur donner un peu ce que je fais. Et après, de l'autre côté, je travaille aussi pour des boîtes dans le sport où on fait la com des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce que je faisais toujours au départ après mes études. J'ai toujours travaillé dans des boîtes de sport et là, je le fais en consultant. Donc tout ça, ça me permet de vivre parce que c'est vrai que même si on peut gagner un petit peu d'argent avec le trail et la course à pied, je peux pas en vivre à 100%. Donc voilà, et être à mon compte, ça me permet d'aménager mon emploi du temps et puis de pouvoir aller m'entraîner quand je veux. Et vu que j'habite à Annecy, c'est vrai que les conditions pour aller s'entraîner sont quand même assez idéales. On peut faire du vélo, du trail, de la course à pied, du plat, de la vitesse, de la montagne, du gros dénivelé, l'hiver du ski de fond, du ski de rando. Enfin voilà, c'est un spot de rêve. Et donc voilà. Et en même temps, là, je suis en train de passer mon diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. Je suis dans la formation là. Et du coup, dès cet été, je vais pouvoir encadrer des groupes en montagne et emmener les gens sur des spots d'entraînement où je vais chaque semaine, quoi. Donc ça va être très cool aussi. Une corde supplémentaire à ton arc. Bah écoute, merci pour cette intro, Vincent. Pour continuer à en savoir un peu plus, je te propose de passer au redoutable exercice de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, mais version coureur. Si tu devais être un animal, quel animal ce serait? En 2017, je suis parti vivre en Afrique du Sud et j'ai découvert le guépard. J'ai vu les guépards en liberté et franchement, c'est un mammifère qui est vraiment svelte, fin, qui est racé qui peut atteindre des vitesses à plus de 100 km/h pour atteindre sa proie. Et je trouve cet animal est assez incroyable et tellement classe et beau que ouais, je trouve que c'est. Alors je me vois pas là comme un guépard, mais je trouve que ça L'élégance c'est un incarnée en tout super. cas. Ouais, Voilà, exactement. Ouais. génial. Et le film qui illustrerait le coureur que tu es? Alors, un film d'aventure, j'ai le droit. Bien sûr. Alors je dirais Zabardast,
je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Je t'invite vraiment à aller le voir. En fait, c'est une aventure entre potes dans les montagnes du Pakistan. En fait, c'est une bande de freeriders français qui sont partis en 2018 dans les montagnes du Pakistan. Donc, ils ont fait un trip de 15 jours pour aller surfer une face en plein milieu du Pakistan où c'était assez nature, plein milieu des montagnes où il y avait personne. Et je trouve que au-delà de l'exploit d'aller faire ce trip et puis d'aller monter la face en plein milieu, c'est aussi l'échange entre potes et puis de réaliser une aventure comme ça. Et je trouve que c'est un très bon film à regarder, ouais. D'accord. Eh ben, écoute, je me le note et on invite donc tous nos auditeurs à aller le voir. Oui. Ouais, c'est aventure, dépassement, échange et puis découverte. C'est Ouais. vraiment sympa. Bah, pour avoir entendu un certain nombre d'interviews de toi, effectivement, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui reviennent beaucoup, notamment, c'est ça, l'amitié, la découverte, le partage. J'ai l'impression que c'est vraiment les piliers de ta pratique, au-delà de la performance. Je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu es toujours dans cette recherche constante de performance, évidemment, mais tout ce qu'il y a autour, ces dimensions de partage et d'aventure collective, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient aussi au trip. Ouais, exactement. Ouais. Avant de parler plus spécifiquement donc de ta course épique, quelques mots introductifs donc pour planter le décor du Treg, qui est un trail d'environ 180 km qui prend sa place dans la région de l'Enedi, c'est dans le nord du Tchad. On aura l'occasion de l'entendre lors de ton témoignage. C'est une région qui est relativement méconnue, mais visiblement d'une beauté exceptionnelle avec des sites naturels authentiques qui sont, je pense, très propices à de la sérénité dans sa pratique du trail à l'occasion d'un ultra. Le Treg est d'ailleurs, enfin le site dans lequel a lieu le Treg est classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, donc je pense que ça plante le décor. La course en elle-même, la première édition, elle a eu lieu en février 2014. Elle se déroule sans étape, en autosuffisance et en autonavigation et à l'aide d'un GPS. Plus qu'une course, le Trek, je pense que tu vas nous l'illustrer de cette façon-là, mais c'est vraiment une aventure plus qu'une course à proprement parler, et c'est une expérience assez inoubliable. Et donc voilà, c'est aujourd'hui à travers ta voix qu'on va pouvoir marcher dans tes pas et vivre cette course qui promet d'être une belle découverte, je pense, pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, ça l'a été pour moi quand j'ai commencé à identifier que tu avais fait cette course qui avait l'air vraiment incroyable. Juste petite virgule, tu l'as évoqué tout à l'heure, Vincent, pour parler de l'Afrique de façon peut-être un peu plus globale avant de parler du Tchad et de ton expérience au Treg. Toi, c'est un continent qui t'attirait depuis toujours. Je sais que tu as eu l'occasion d'y vivre. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es installé là-bas avec ta compagne Charlotte en tout début 2017, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a guidé là-bas ? Est-ce que c'est un environnement qui a toujours suscité une attirance de ta part ? Ouais, en fait, la base, c'est que en 2005 et en 2007, à l'époque, je faisais du vélo. Et en fait, je suis parti 2 fois faire le tour du Burkina Faso. Une épreuve cycliste, à l'époque, qui était co-organisée avec ASO, l'organisateur du Tour de France. Et ils invitaient des équipes européennes. Et on avait fait un projet humanitaire avec des potes qui étaient instits. Et on avait profiter de la course pour aussi aller visiter des écoles et leur donner des fournitures scolaires, implanter des ordinateurs. Enfin, voilà, c'était un projet qu'on avait fait donc en 2 années en 2005 et 2007 et tous les jours on faisait la course. Donc c'était des étapes longues de 150 km avec des coureurs africains du Mali, du Maroc, du Cameroun, du Sénégal. Enfin voilà, c'était une grosse course à l'époque et qui existe toujours mais un peu moins médiatisée. Et en fait, à partir de là, je suis vraiment tombé amoureux de ce que j'ai vécu là-bas, et de l'Afrique et de l'Afrique noire, et c'était une aventure assez incroyable. Et depuis, je voulais vraiment y retourner. Je voulais emmener Charlotte, ma femme, essayer de découvrir cette partie de l'Afrique centrale. Et j'avais pas eu l'occasion de le faire. Et c'est vrai qu'en 2014, quand j'ai vu cette première édition du Trek, c'est ça qui m'a donné envie d'y retourner pour essayer de revivre un peu les émotions que j'avais vécues quelques années auparavant. Voilà. Parfait. Donc finalement, ta participation au Trek était dans la continuité de ta découverte du continent et de l'attachement que tu as pu lui développer. Exactement. Très bien. Écoute, c'est le moment un peu délicat pour toi, c'est le moment de la question qui pique de course épique. C'est une petite question très gentiment piège que je commence à poser là depuis ces derniers épisodes. C'est Sissi Cusso, la première, qui est passée cette épreuve du feu. Alors aujourd'hui, on va parler de drapeau. Je ne sais pas si tu es calé en drapeau, Vincent, mais voilà, le drapeau d'un pays raconte, comme tu le sais, son histoire et est censé être aussi unique que peut l'être son histoire. Pourtant, en novembre 59, après avoir acquis son indépendance, le Tchad a fait le choix d'un drapeau tricolore, bleu, jaune et rouge. Le bleu représente l'eau et le ciel, le
Le jaune représente le sable du désert du Sahara et le rouge le sacrifice national. Ce drapeau est à une toute petite nuance de bleu près rigoureusement identique à celui d'un pays européen, à tel point qu'on pourrait confondre les deux. Est-ce que tu as une idée, je ne sais pas si tu visualises le drapeau du Tchad, est-ce que tu sais à quel autre pays européen a un drapeau qui est quasi identique à celui du Tchad? Pas facile. Pas facile. La Roumanie? Bravo, bravo. Tu as fait ça sans assistance Ah, sans assistance, non, Bravo, ouais. franchement, très joli, Je très te joli, prends. parce que je pense que c'était la plus difficile que j'ai posée jusqu'ici. Bah, écoute, Ok. tu m'as impressionné. Donc voilà, pour nos auditeurs, en tout cas, le drapeau du Tchad et le drapeau de la Roumanie, vous pourrez aller vérifier sur Google, sont quasi identiques. Je pense que Bon, ça bah, y est, maintenant, on est officiellement expert en drapeau. On va se consacrer plus spécifiquement à ta course épique. On est quand même là pour ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de te présenter. Je pense que c'est super chouette pour nos auditeurs de mieux te connaître. On va parler du trek, et je pense qu'avant de parler du trek, il y a quand même une personne et un homme qui l'incarne en particulier, c'est Jean-Philippe Allaire, qui est son organisateur, qui est un ancien ingénieur, qui est devenu chef d'entreprise et qui contribue aussi sur le périmètre de communication des 20 km de Paris. Comment s'est passée ta première rencontre avec lui et est-ce que tu peux nous dire à quel point ça a été difficile pour lui de te convaincre de participer, ou finalement la tentation était de toute façon trop forte et il était écrit que tu participerais au trek de toute façon? effectivement, les aventures sont souvent à l'origine de rencontres. Avoir rencontré Jean-Philippe Allaire, c'était une super chose parce que du coup, effectivement, il m'a convaincu de venir au Treg. Donc voilà, cette personne, c'était vraiment, enfin voilà, ça m'a permis vraiment de découvrir ça et je suis vraiment très content. Et après ça, il est venu à mon mariage parce que bon, il y aura une petite anecdote peut-être après, mais voilà, il est venu aussi à mon mariage avec sa femme Caroline. Donc je les embrasse bien fort et encore bravo et d'avoir réalisé cette course, c'est assez incroyable. Génial. Juste pour parler du Tchad en lui-même, spontanément, c'est pas un pays qui évoque forcément une grande stabilité politique et on sait que c'est un pays qui a été marqué par des années de guerre civile. C'est un pays frontalier avec la Libye notamment et dans lequel il y a une menace terroriste qui est relativement présente. Est-ce que c'est des choses que toi tu as en tête ou qui te préoccupent au moment où tu te dis ok, bah, cette année j'y vais, je fais le trek? Est-ce que ça peut nuancer ton enthousiasme à y aller? Est-ce que tu as des craintes ou est-ce que c'est pas du tout un sujet? Alors moi, effectivement, je regarde, j'ai pas de crainte en fait parce que Jean-Philippe, dans son discours, en fait, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait où il emmène les gens. Donc moi, j'ai confiance en Jean-Philippe et j'ai pas de crainte. Par contre, quand j'en parle autour de moi, les gens ont des craintes, effectivement. Donc c'est plus voilà un peu pas une oppression, mais une mise en garde de mon environnement familial, des amis qui me disent voilà, il faut pas forcément aller là-bas. Après, c'est vrai que aussi en France, on a une culture où on va pas trop en Afrique. On va pas trop en vacances en Afrique. Maintenant, on s'ouvre un peu plus, mais enfin, je parle pas de l'Afrique du Nord. Je parle pas du Maroc, de Tunisie, des choses comme ça. Je parle vraiment de l'Afrique, alors qu'on rencontre plein de pays étrangers qui ont moins cette appréhension. Donc, en France, on est quand même assez, ouais, c'est pas une Craintif ou destination, timoré? ouais, exactement. Donc, D'accord. moi, j'ai complètement confiance en Jean-Philippe, mais c'est vrai que les gens autour, et puis quand on ouvre Google, bah effectivement, on va sur le site du ministère des Affaires étrangères et on voit que bah, le Ça Tchad, clignote en c'est pas rouge du tout, partout. exactement. Voilà. Ok. Donc après, voilà, c'est un discours de Jean-Philippe. Il y a des fois, il faut y aller, quoi. Enfin, Bien sûr. Ouais. pas se poser de questions. Au-delà du Tchad, qui était donc un terrain de jeu inconnu pour toi, il y avait aussi une autre inconnue qui était la distance sur laquelle toi, tu n'étais jamais monté jusqu'ici, la distance de 180 km, je le rappelle. Ouais. Effectivement, 180 km dans le désert, dans un environnement qu'on connaît pas, c'était un sacré challenge. En plus, c'était en début de saison, février. Je me disais, bon, qu'est-ce que je vais peut-être me blesser, qu'est-ce qui va se passer? Après, des fois, comme je viens de dire, des fois, il faut arrêter de se poser des questions et puis faut foncer, essayer parce que voilà, après, t'as pas de regrets et puis finalement, 180 km aujourd'hui, franchement, même en marchant, tous les gens que je connaisse autour de moi, qui soient plus ou moins âgés, c'est de la marche, quoi. Enfin, tout le monde peut le faire, je pense. Oui, Avec un minimum de préparation, bien entendu, mais c'est ça, ouais. voilà, ouais, je pense que c'est des belles aventures à réaliser quand même. Et toi, tu avais mis en place une prépa spécifique pour cette course ou c'était une prépa comme tu avais l'habitude de les faire jusqu'ici? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, il se trouve que cette année-là, en fait, ce qui a déclenché ce voyage, c'est qu'en 2016, je vais aux Templiers en octobre.
c'est Jean-Philippe qui m'emmène à la course. Donc, on habitait à côté à Paris à l'époque. Il m'emmène à la course. Et du coup, on en discute et tout. Donc, c'est à Millau, la course des Templiers. Donc, on fait Paris-Millau, donc 5 heures de voiture, on discute bien et tout. J'ai dit, bon, franchement, j'ai trop envie de venir, mais bon, j'ai plusieurs inconnus. Donc, déjà, le budget, je sais que la course vaut largement le budget, mais je l'ai pas forcément. Euh, et, euh, et aussi, le 1er janvier 2017, on part vivre en Afrique du Sud. Donc, on lâche tout et on part vivre en Afrique du Sud pendant plus de 6 mois. Donc, ça veut dire que le voyage se ferait d'Afrique du Sud jusqu'au Tchad. Puisque la course, peut-être pour préciser, Vincent, je suis plus certain qu'on l'ait dit, mais elle a lieu en février 2017, c'est ça? Toi, tu as participé à l'édition 2017 qui est en février. Exactement. Donc toi, tu venais de t'installer à ce moment-là en Afrique du Sud, tu étais à moitié dans les bagages encore, c'est ça? Voilà, exactement. À moitié dans les bagages. Voilà, du coup, je me suis préparé comme j'ai pu en Afrique du Sud. Bon, après, c'est pareil, Capton, c'est un endroit assez cool pour pouvoir s'entraîner. Donc voilà, je suis arrivé, j'étais pas dans la meilleure forme de ma vie, mais j'avais quand même fait des entraînements assez solides. Il y a la course en elle-même qui va être une aventure, mais déjà rejoindre la course, c'est une première grosse composante. Ouais. Donc, si vous voulez, pour faire Paris-N'Djamena, qui est la capitale du Tchad, il y a des vols de direct qui mettent 5 heures. Moi, de Capton, j'ai fait 3 escales. Je crois que je suis allé jusqu'au Cameroun et j'ai mis 15 heures. Enfin, D'accord. on a mis 15 heures parce que du coup, Charlotte était avec moi aussi dans cette aventure. Et on a mis 15 heures pour rejoindre N'Djamena. Donc déjà, là, on a fait... j'ai réappris la géographie africaine et les villes de pays que je connaissais pas Tu as eu le temps de voir pendant beaucoup ce de films voyage. dans l'avion, enfin dans Ouais, les avions. voilà. Ouais. Donc, ouais, déjà, c'était une aventure pour y arriver. Et tu as même eu un avion militaire, c'est ça, hein? Je crois que le dernier avion que tu as pris pour te faire arriver. Alors, ouais, ce qui se passe, c'est que on arrive à N'Djamena, on reste quelques jours à l'hôtel pour un peu s'acclimater. Et après, en fait, Jean-Philippe, parce que le départ de la course donc, est dans l'Enedi, qui a plus de 1000 kilomètres, qui est vraiment en plein milieu du désert, qui est à plus de 1000 kilomètres de N'Djamena. Sur les éditions précédentes, il l'avait fait en 4x4. Donc, c'était pratiquement je vais pas dire de bêtises, mais une journée ou une journée et demie de 4x4 à rouler à 30 ou 40 km/h dans les dunes. C'était assez éprouvant pour tout le monde, le staff et les coureurs. Et cette année-là, Jean-Philippe, en bon négociateur qu'il est, a réussi à négocier un avion militaire de l'armée tchadienne. Et ça, c'était un truc, mais genre, que on vivra jamais de notre vie. C'est-à-dire qu'on a décollé dans un avion, on s'est accroché comme les parachutistes avec les bagages qui étaient posés sur des filets au milieu de la carlingue. Et en fait, on était tous assis Brinque-ballé le dans long de l'avion. Ouais, exactement, prêts à être parachutés, je sais pas où, avec un avion à hélice, et puis on a atterri sur une piste de sable au plein milieu du désert. Enfin, voilà, c'est un truc rien que rien que s'il y avait que ça, je l'aurais fait, quoi, tu vois. Génial. Donc vous arrivez à rejoindre le village de départ. Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor? Je pense à la fois visuellement pour qu'on puisse se projeter, et puis je pense qu'il y a aussi l'accueil que vous ont réservé en fait les habitants. Je pense qu'ils ont eux-mêmes beaucoup œuvré pour vous accueillir dans les meilleures dispositions. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens et tes premiers échanges aussi dans ce décor initiatique? On descend de l'avion, on est accueilli par c'est très protocolaire en Afrique qu'on est accueilli par tous les ministres, les maires, les responsables de région. Donc voilà, donc il faut prendre le temps pour ça. Après, on a pris 2 heures de 4x4. On a fait 2 heures de 4x4 et on s'est retrouvé en plein milieu d'un désert, au milieu de falaises rouge ocre et dans un petit village fabriqué à la main par les femmes du village voisin. Que pour nous, en fait, ils avaient fabriqué un village. Et pareil, du coup, on a été accueillis par la population locale et enfin, voilà, c'était vraiment magnifique. J'ai pas forcément de mots, mais les couleurs, on était au pied d'une falaise de 150 mètres de haut et puis au milieu de zones désertiques avec les chameaux. De ce que j'ai pu voir, Vincent, aussi en termes humains, enfin une des vidéos qui relate la course, je pense qu'il y avait, enfin, j'ai ressenti une immense fierté en tout cas des habitants et des Tchadiens qui participaient eux-mêmes à la course, de vous accueillir en fait chez eux et de voir que vous faisiez toute cette expédition pour venir jusqu'à eux et prendre part à cette ultra.
Ouais, parce que en fait, cet endroit, c'est un endroit qui est pas du tout connu, donc c'est un tout petit peu touristique, mais très très, enfin vraiment, enfin, ça se compte par centaines de personnes qui vont là-bas par an. C'est assez, c'est un spot d'escalade en fait avec ces falaises. Je crois que il y a, enfin, les meilleurs grimpeurs du monde sont venus ici pour faire des photos, notamment avec Jimmy Chin, je crois. Je sais pas si tu vois qui c'est un des meilleurs photographes outdoor du monde, un Américain, Oui. qui a fait des photos incroyables sur ces falaises. Donc c'est peu touristique, il y a peu de monde qui vient, c'est assez c'est sauvage, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il y a rien en fait. Enfin, c'est le désert. Il y a que des villages, des chameaux, des. Donc voilà, des fois tu arrives dans un village, les enfants ils ont jamais vu d'occidentaux, donc tu vois c'est vraiment pur comme sensation quoi, comme Mhm. découverte. Donc c'est des choses que tu vis vraiment jamais quoi. Et Ouais. après aussi il y a un point important, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc en fait, là, tu oublies tout, quoi. T'as pas Internet, t'as pas Facebook, t'as pas Instagram, t'as pas de mail, t'as pas d'appel, t'as rien. Donc là, en fait, il faut savoir que pendant, on a resté, je crois que plus d'une semaine ou 8 jours, 9 jours sur place. Nous, on n'avait rien, quoi. Juste, leur gars avait un réseau local et on a pu envoyer juste un SMS que j'ai dû envoyer à ma mère pour la rassurer. Mais Tout va bien, maman. voilà, mais c'est tout quoi. Donc ça c'est aussi incroyable parce que ça permet aux gens de se reparler en fait et de rééchanger au coin du feu le soir, de parler aux gens, de voilà, de sortir de cet univers de téléphone que on est tous un peu emprisonnés dedans. Moi le premier, hein, bien Bien entendu. sûr. Hein, et je trouve que ça Une c'est libération vraiment aussi d'être, génial. Ouais, ouais. ouais, ouais, Déconnexion imposée, c'est un des bons moyens d'arriver à le faire, oui. ouais. Si on parle de la course en elle-même, est-ce que tu peux nous parler de la start list peut-être, du nombre de participants, histoire que voilà, nos auditeurs puissent se projeter? Ouais, course très avec très peu de participants par rapport à toutes les courses qu'on connaît. Je crois qu'il y avait entre 40 et 50 participants sur toutes les courses proposées. Donc, il y avait un 45 km, un 90 qui faisait la moitié du parcours et le 180. On part tous ensemble et au bout de 20-30 km, le 45 il coupe. Et pareil, après, au niveau du 90, où à un moment donné, ça coupe un peu. Donc, on a fait départ commun. Et au niveau de la start list, il y avait Guillaume Lenormand qui avait gagné l'édition précédente, qui était là, que je connaissais bien. Mhm. Et j'ai fait aussi connaissance avec un très bon coureur tchadien qui est devenu un ami, qui vient souvent en France et qui a passé tout l'hiver en France au Centre national à Fontainebleau, qui s'appelle Valentin Betouji et qui vise une qualification pour les Jeux de Rio sur marathon. Ok. Et du coup, lui, il faisait le 45 et en fait, du coup, on a couru ensemble jusqu'à ce que nos chemins se séparent. C'était vraiment très très sympa et voilà, du coup, au niveau de la start list, du coup, Très intime en j'ai tout pas mal cas, un couru. peu Ouais, configuration très très réduite. intime, ouais. Est-ce que tu avais une appréhension particulière au moment de t'élancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te trottait dans la tête sur la distance, sur la chaleur, sur le guidage en GPS que peut-être tu maîtrisais peut-être moins ou que tu avais moins l'habitude en tout cas? Pour le guidage GPS, la veille, on a fait des tests et on a essayé de rentrer les cartes sur la montre. Et c'est une montre en fait que l'organisateur nous passe. C'est pas une montre, c'est une montre à pile. Donc c'est pas une montre GPS comme on l'entend aujourd'hui, comme on l'utilise. Mhm. C'est une montre à pile qui est indépendante, qui peut durer. Et en fait, on doit changer de carte au bout d'un certain nombre de kilomètres. Donc bon, j'avais pas d'appréhension, juste j'avais envie de découvrir la chose et j'avais pas de pression, il y avait pas, c'était pas les championnats du monde, j'avais juste envie d'y aller, découvrir et de voir ce que je pouvais faire et jusqu'où je pouvais aller quoi. Tu t'élances donc pour les 26 premiers kilomètres qui vont te mener au premier point de contrôle. Comment se passe ton début de course? Bah, départ un peu rapide parce que du coup on part avec Valentin et un autre Indien et Guillaume Lenormand. Et nous on avait 180 et eux ils avaient 45. Donc on est parti assez rapidement. Mais voilà, après je vois que il fait très chaud. Le parcours est assez difficile parce qu'on alterne entre désert et en fait, il faut savoir qu'il y a une architecture géographique là-bas, géologique, avec des labyrinthes, beaucoup de d'arches et de formations rocheuses et tout ça. Donc,
Des fois, on se perd un peu parce que GPS, c'est difficile de vraiment être ultra précis. Et des fois, t'es t'es entre deux rochers, tu sais pas trop où t'es. Donc voilà, on prend nos marques, on va dire. Et là, je m'aperçois quand même que ça va être costaud et ça va être long. Ouais. Quand tu dis il fait chaud, la température, c'est quoi pour avoir un ordre d'idée? Alors, en fait, le premier jour, parce que du coup, il va y avoir un deuxième jour. Le premier jour, je pense qu'il faisait très chaud, mais il y avait du vent. Donc, la sensation de chaleur extrême, on l'a pas eu le premier jour parce que ce vent permettait d'avoir comme un espèce de ventilateur. Mais il y avait des moments, ouais, je sais pas, on doit être entre 35 et 40 degrés, ouais. D'accord. Et pas beaucoup d'ombre pour se mettre à l'abri? Et pas le temps surtout? Il y a des acacias typiques du désert qui sont posés là au milieu de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est pas des forêts, donc il y a pas trop d'ombre. Non, il y a pas. Juste entre les blocs de grès, des fois dans les sols, dans les labyrinthes de grès, on essaie d'être peut-être de se mettre à l'ombre un maximum, mais non, il y en a pas. On va dire que c'était 5% du temps, peut-être. D'accord. Donc là, tu arrives au premier stop après 2h30 de course. Tu commences à avoir des toutes petites alertes en termes de bobos, les premiers bobos qui commencent à apparaître. Ouais, alors il se trouve que en fait au niveau logistique, j'ai pas ultra préparé cette course parce que du coup je suis parti en Afrique du Sud. J'ai pris pas mal de chaussures de côté, mais moi je suis coureur pour New Balance, donc j'avais pris pas mal de chaussures de New Balance, mais j'ai pas accès à tout ce que je veux parce que je suis parti quand même assez léger en Afrique du Sud. Et j'avais regardé des reportages ou des comptes rendus de course du Marathon des Sables où il y avait des coureurs qui étaient partis en chaussures de route sur le Marathon des Sables pour être un peu plus léger. Donc, je fais le choix de prendre à l'époque une chaussure de route New Balance, la 1080 pour ceux qui connaissent. Mais le problème, c'est que le Marathon des Sables est une course qui se court beaucoup, enfin quasiment tout le temps, dans le sable mou. Et le trek, c'est en fait il y a du sable, mais il y a aussi beaucoup de cailloux et de sols rocailleux, durs, semi-durs, avec du grès qui use les pieds. Et en fait, la 1080 n'était pas forcément adaptée pour ce type de parcours. Donc, elle était un peu molle. Donc, ça m'a un peu... Enfin, elle n'avait pas la rigidité d'une chaussure de trail, en fait. Donc, ça a commencé à me faire des ampoules. Et il s'avère aussi qu'il faut mettre une paire de guêtres pour pas que le sable y rentre. Ouais. Ouais. Donc, en fait, pour fixer la guêtre, il faut que tu couses ou tu fasses coudre un scratch. Donc moi j'ai fait ça juste avant de partir en Afrique du Sud, je crois, ça devait être le 26 décembre. Je vais à un cordonnier à Paris qui faisait des trucs pour le Marathon des Sables justement. J'amène ma chaussure, je lui dis est-ce que vous pouvez me coudre ça en urgence, je pars demain ou après-demain au voyage, machin. Le mec me fait ça, j'avais pris une paire de chaussures moi j'avais fait ça un peu à l'arrache et j'avais pas testé la chaussure avant au moins mi-janvier, je les mets et en fait la couture avait réduit un petit peu le chausson, le mesh de la course et avait fait des plis. Et en fait, quand j'étais à Cape Town, j'avais couru avec, je me suis dit bon, ça va aller. Sauf que en fait non, ça va pas. Un peu optimiste. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai commencé à avoir des ampoules très tôt dans la course. Au 26, je commence à sentir des trucs. Et quand j'arrive au CP40, là, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis fait déjà soigner pour enlever quelques ampoules. Voilà. D'accord. Et là, en arrivant donc au kilomètre 40, tu étais plus ou moins à proximité de Guillaume. Vous avez fait ce début de course ensemble? Ouais, je suis avec Guillaume, mais en fait, je crois que juste avant ce CP40, j'ai un coup de chaud. Et là, en fait, je le laisse un peu partir, quoi. Mais voire même, je le vois plus. Il est devant et j'arrive au 40 et en fait, je me dis, écoute, là, il t'a fait 40 bornes, c'est déjà pas mal, mais il en reste 100... Il en reste combien? 140. Il en reste 140, donc c'est énorme. Donc, prends ton rythme tranquille. Du coup, en fait, ça, j'ai vraiment bien fait de faire ça. Parce que je suis arrivé au CP, au checkpoint au kilomètre 40, je me fais soigner mes ampoules, je repars tranquille. En fait, je commence à revoir Guillaume au loin, au fond des vallées et tout. Et en fait, je reviens sur lui et on arrive au CP kilomètre 60. Et en fait, c'est lui qui a un coup de chaud. On se rejoint au CP ensemble. On arrive ensemble. Et au moment de repartir, en fait, moi, je repars en courant et lui repart en marchant. Et à ce moment-là, en fait, il va être au kilomètre 62. Et là, en fait,
Je le sais pas encore, mais je vais plus jamais revoir Guillaume avant l'arrivée et je vais courir les 120 derniers kilomètres tout seul. D'accord. Tu t'es senti un peu seul, mais en même temps, à ce moment-là, tu es plutôt bien et tu profites du décor que t'offre l'Enedy à ce moment-là, et je pense des animaux. Enfin, tu t'en mets plein les yeux. Ouais, du coup là j'en prends plein les yeux, je suis dans des dunes, encore dans des labyrinthes, je suis tout seul, j'essaie de profiter un maximum, voir les yeux, je sais que c'est un moment unique et ça va peut-être pas se reproduire, donc j'essaie de prendre un maximum d'énergie de l'environnement qui m'entoure, de me créer des souvenirs et d'emmagasiner toute cette énergie que je peux avoir par rapport à cet environnement. Et du coup, j'avance, je vois des animaux, je croise des enfants de temps en temps qui sortent de nulle part, il n'y a pas de village, il n'y a rien. C'est des moments magiques, quoi. Et la journée avance et j'arrive coucher du soleil, moment incroyable, quoi. La gestion du guidage par GPS, est-ce que c'est une difficulté pour toi? Est-ce que tu es hésitant? Est-ce que ça te fait perdre du temps? Ou finalement, tu as bien appréhendé l'outil et tu arrives à t'en sortir très bien? Ouais, non, clairement non. Là, du coup, je reviens sur mon expérience RAID de quelques années auparavant où on utilisait un petit peu cette technologie. Donc, j'avais une bonne connaissance de lecture de cartes, de guidage par GPS. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Après, peut-être qu'en plein milieu de la nuit, j'ai peut-être un peu cherché. Des fois, tu es un peu dans le doute avec la fatigue et tout, mais clairement, si on fait le compte à la fin de la course, j'ai fait 180 km. Sachant qu'il y a peu de gens qui ont fait 180, il y en a Ouais, c'est ça. beaucoup qui ont fait 182, 183, 4, 5, 6 kilomètres en plus. Donc, Et ça compte voilà. dans la balance à ce niveau-là. Et ça compte, ouais. Donc là, tu arrives au checkpoint numéro 4, le kilomètre 71. On peut dire que globalement, tu te sens bien, tout va bien, t'as plutôt envie de repartir très vite et continuer sur ta lancée. Là, je crois qu'il y a vraiment un moment fort dans le décor qui s'offre à toi, qui est l'arche d'Aloba. Est-ce que tu peux nous décrire cette arche? Alors ça, franchement, regardez sur Google, tapez Arche d'Aloba sur Google. En fait, en gros, c'est une arche de plusieurs centaines de mètres de haut. Le dicton dit qu'on peut mettre, à l'époque, avant qu'elle brûle Notre-Dame de Paris à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'envergure de cette arche. Je crois avoir lu 135 mètres de haut, il me semble. Voilà, c'est ça, 135 mètres. Je voulais pas dire de bêtises, donc j'ai pas. Mais voilà, Oui, c'est ça, il me semble 135 que c'est mètres. ça, oui. Et une architecture naturelle unique au monde, quoi. Un truc que t'as jamais vu de ta vie, que tu reverras jamais nulle part. Donc ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Tu t'en prends plein les Plein yeux, les yeux. tu regardes et puis t'avances, quoi. Ça rend la course plus facile, j'imagine. Enfin, pas plus facile, mais en tout cas moins difficile, le fait d'être porté par cet environnement où tu te dis que tu es privilégié finalement de vivre ça. Ouais, exactement. C'est des merveilles naturelles, des merveilles de la nature. Et en fait, à chaque fois que tu passes une vallée ou une dune, tu te retrouves devant des architectures et des merveilles naturelles qui sont uniques au monde, incroyables, magnifiques. Enfin, voilà. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi l'Enedy est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ouais. Et donc là, la nuit de noces avec la course va un tout petit peu s'altérer et les choses sérieuses vont commencer pour toi avec la nuit qui progressivement approche et la fatigue qui commence à s'installer. T'as un petit coup de moins bien autour de c'est ça, de kilomètres, peut-être 75, 80. Est-ce que ça commence à te rentrer un peu plus dedans? Ouais, la nuit tombe, t'es tout seul. Et là, en fait, je suis dans une vallée avec une ligne droite qui doit faire 40 kilomètres tout droit. C'est pas trop démoralisant ça comme perspective? Ouais, et si, ouais, c'est assez dur et surtout t'as l'impression que t'as un microbe dans un monde de géants, quoi. C'est-à-dire que l'horizon au début, quand il fait pas encore nuit noire, tu vois l'horizon, mais c'est tellement loin que tu t'imagines même pas y arriver. Et il y a aucune lumière, il y a rien, Et t'es vraiment dans il y un a noir il y a total. aucune lumière, ouais. Et quand il fait nuit, les 3 ou 4 premières heures de nuit avant que la lune se lève, ça a duré au moins 4 heures. C'était nuit noire. Donc c'était vraiment ouais, c'était pas facile et surtout c'était pas facile de garder son cap. C'est parce que tu sais avec la montre on a un cap à suivre Mhm. c'était pas facile de garder son cap. Et en fait j'ai trouvé un truc, c'est que quand tu cours sur le sable un peu dur, le sable forme des espèces de vagues. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, ouais, je veux ouais. dire. Ouais. On le voit souvent quand le sable est un peu dur. Et en fait, j'avais pris l'axe du câble de ma montre
et l'orientation des vagues pour essayer de garder un cap sans regarder la montre toutes les 30 secondes. D'accord. Parce que tu vois Ouais, je vois bien. Ouais. ce que je veux dire. Mhm. Comme si c'était une boussole et toi, par rapport à l'angle de ces vagues. Ça Et t'indiquait le du cap coup, à suivre. ça m'indiquait un peu le cap à suivre. Et en D'accord. fait, ça a marché. Et il se trouve que, en fait, en discutant après avec Jean-Philippe et des mecs des Tchadiens, ils m'ont dit que les locaux, ils faisaient ça pour se repérer, en fait, par rapport à ces vagues qui, en fait, sont faites grâce au vent, en fait. Donc toi, c'est instinctivement, en fait, tu as senti ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Ouais, et en fait, je l'ai fait. Et en fait, après, en discutant, quand j'ai dit, ah, mais ils me disent, ah, ben, en fait, là-bas, ils s'orientent comme ça. Donc, c'était marrant. Génial. Donc là, la nuit s'est installée, tu arrives au checkpoint numéro 5, on est à peu près un peu avant le kilomètre 100, kilomètre 97. Là, tu décides de faire un petit break, tu as un peu de temps d'avance sur Guillaume qui est derrière toi. Donc là, c'est le moment d'une première vraie coupure. Ouais, exactement. Parce que il doit être à peu près 11h, minuit. Et là, je me dis, bon, bah, parce que bon, je suis quand même même si c'est une belle aventure et tout, moi, je suis quand même compétiteur et j'avais pas trop envie que Guillaume me rattrape et j'avais envie de gérer l'avance que j'avais. Donc, première question quand j'arrive à ce checkpoint-là, c'est, j'essaie de voir, est-ce que vous avez des infos sur combien de temps Guillaume est derrière moi? Donc, il s'avère que, a priori, bon, sachant que les infos sont pas faciles à avoir parce qu'il n'y a pas de réseau, il y a rien, il y a que les talkie-walkie ou ils avaient un réseau local, mais ça marchait pas forcément très très bien. Donc, et puis il faut qu'au dernier ravitaillement, le mec ait pris le temps entre Guillaume et moi. Donc, c'était pas des infos ultra Ultra sûres, fiable. mais a priori, ouais, ultra fiables. Mais a priori, j'avais 1 heure, voire un peu plus d'avance. Donc là, je me dis, ok, là, je vais m'arrêter pour faire un vrai repas et manger. Donc, en gros, pour partir, on est en autonomie alimentaire. Donc, sur chaque checkpoint, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a que de l'eau chaude ou froide. Donc, tout ce on emmène, tout ce qu'on consomme, on doit l'emmener. Donc, en gros, la course nous donne l'obligation d'emmener 5000 ou 6000 calories, je sais plus. Donc, en gros, ça faisait 3 repas lyophilisés, plus les bars et tout, ça faisait à peu près ça. Donc là, je me dis, ok, bon, bah là, il y a un petit feu, il fait nuit, les gens du camp sont sympas. Hop, je vais prendre un petit repas lyophilisé, je prends le temps. Et puis, voilà, j'ai dû prendre 20 minutes, 25 minutes et je suis reparti. Il fait froid à ce moment-là? Il fait frais, mais pas froid. D'accord. Pour l'instant, il fait pas froid. Ouais. D'accord. Donc là, tu repars pour 23 km. Tu t'élances du checkpoint numéro 5 au kilomètre 97 pour les 23 km qui te relient jusqu'au checkpoint suivant. Et là, c'est plus exigeant sur le mental. Ça commence à être plus difficile à gérer. Ouais, là, je suis vraiment dans le dur. Et c'est entre minuit et 3 heures du mat. T'as fait 100 bornes, t'es tout seul dans le désert. Ouais, là, je suis vraiment dans le dur. J'arrive pas à voir les perspectives. La fatigue, elle est vraiment présente. Et t'as l'impression que t'avances pas, quoi. Donc, 23 kilomètres comme ça a l'air, 23 kilomètres, ça peut paraître court, mais franchement, c'était très long. Donc, et au bout de, je sais pas, au bout de 10, 12 kilomètres, je vois la lumière du camp. Mais sauf que j'ai l'impression qu'elle est proche, mais en fait, elle doit être à 10 kilomètres. J'avance et en fait, la lumière se rapproche pas, quoi. Tu vois, je délire un peu. À un moment donné, j'essaie de les appeler pour savoir s'ils peuvent me répondre. Et en fait, rien du tout, quoi. Et du coup, bon, bah, j'avance et là, j'arrive là-bas et ouais, là, je suis vraiment bien entamé. Et là, je me dis, ok, il y a un feu. Ils étaient au pied d'une falaise, mais il y avait un vent de dingue. En fait, il y avait un vent qui tourbillonnait autour de cette falaise et ils étaient au pied. En fait, au lieu d'avoir cet effet de protection de la falaise, pendant la nuit, en fait, ça a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait un courant d'air. Et D'accord. là, en fait, j'ai super froid d'un coup. Je me pose le long du feu, mais genre, je leur dis, bon, bah, je vais dormir. Est-ce que vous pouvez me réveiller dans 20 minutes? Et là, j'ai super froid. Le feu, ça arrive pas à me réchauffer. Je me pose 20 minutes, ils viennent me réveiller. Je sais même pas si je dormis ou pas. Là, c'était vraiment le moment crucial où ça m'a pas effleuré l'esprit, mais je me suis dit, ok, là, si tu restes là, tu finis pas. Donc, à un moment donné, je me suis relevé et j'ai dit, ok, bah, je repars en fait. Du coup, je suis reparti comme ça et je suis reparti pour le prochain checkpoint, quoi. Sachant que je vous ai pas raconté, mais j'ai très 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 mal aux pieds depuis le kilomètre 40 et que ça ne fait que augmenter. Mais voilà, je le gère et
Donc tu t'élances du kilomètre 120 pour les 28 kilomètres qui le séparent du checkpoint numéro Ouais, et en 7. plus, là, je sais qu'il y a 28 bornes. Et je sais que 28 bornes, ça va être très, très long. Je vais faire 4 heures ou 5 heures tout seul. Que là, je suis vraiment très, très entamé. Mais que je sais que le jour va se lever dans 2 heures. Mais les 2 heures avant la levée du soleil, genre, je crois que à un moment donné, je montais une dune et je crois que je me suis endormi en marchant. Et en fait, j'essaie de me parler à haute voix pour essayer de me réveiller, quoi. Et là, tu as un regain d'énergie, ou en tout cas, c'est un effet bénéfique sur ton mental, c'est de voir finalement le ciel qui commence à s'éclaircir devant toi une fois ces 2 heures de marche passées, enfin de course d'ailleurs. Ouais, du coup, le lever du soleil, en fait, et là, tu vois que le corps, il est magique. C'est que dès la première lueur du jour, le corps se réveille. Et là, on change complètement d'état d'esprit. Et tu sais qu'en fait, là, c'est le jour où bah, tu vas finir, en fait. Donc là, la nuit passe et là, tu changes complètement d'état d'esprit, tu redeviens positif. Et surtout, le lever du soleil, sur un plateau assez haut, je viens de monter une dune et là, je vois des animaux partout courir. Et là, en fait, je m'arrête, je m'assois sur un petit rocher et en fait, je regarde les choses, quoi. Et là, je me dis, waouh, là, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Est-ce que tu vis? Voilà. Donc, ouais, non, changement d'état d'esprit. J'arrive, du coup, finalement, j'arrive au checkpoint. Et voilà, 100 km 150, quoi. Donc là, ça fait 24 heures que tu es parti, et je pense que à ce moment-là, tu as des nouvelles de Guillaume, où on te fait comprendre qu'il est pas très très loin derrière, c'est ça? Est-ce que ça te... Ouais, je crois qu'il se rapproche un peu. Donc, du coup, moi, j'essaie de courir. Voilà. J'arrive au checkpoint numéro 150. Ils me disent qu'il est pas loin, mais ils savent pas trop. Bon, Donc toi, ça te motive pour repartir un peu plus vite et d'activer les soins, c'est ça? ouais, voilà. En fait, j'ai mes ampoules et je dis j'essaie de les faire soigner, mais là, le mec, il enlève mes chaussettes et puis le médecin, et puis il dit, là, il fait une tête, mais genre assez impressionnante. Et je dis, OK, ben, on fait juste une, la plus grosse, et après, je repars tout de suite. Voilà. D'accord. Donc, Ça attendra pour les autres. Et donc là, tu repars donc de ce checkpoint numéro 7, et devant toi, il y a la vallée de la mort. Alors est-ce qu'elle porte bien son nom, cette vallée de la mort? ouais, non, mais et là, en fait, du coup, plus de vent. Et là, en fait, on est en plein soleil et on traverse des vallées, mais genre, avec un arbre au milieu, genre, je sais pas, genre le Lucky Luke, tu vois, par exemple. Du coup, c'est compliqué. J'ai très, très chaud, mais je me force à courir. J'ai pas envie de marcher. Je me force à courir avec les dernières forces que j'ai. Et j'essaie d'avancer au maximum. Et puis là, bon, bah, c'est le mental, quoi. Après, c'est. Là, ouais, physiquement, t'es quasi au bout, là, t'as plus... Ouais, je pense que j'ai été loin, ouais. J'essaie d'avancer, et puis, ouais, puis essayer d'aller au prochain checkpoint, et puis après, je sais que c'est le dernier, et après, c'est l'arrivée, donc, Tu rejoins donc le checkpoint numéro 10. Là, on vient d'en parler, c'est le pic de la difficulté pour toi. Tu as les chauds-froids, c'est ça, si j'ai bien compris. Tu puises vraiment dans tes ressources. T'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête à ce moment-là? euh, ouais, ouais, c'est vrai que là, j'ai envie d'arriver, j'en peux plus, je suis, ouais, je suis un peu à bout, ouais. Ouais. D'accord. J'arrive au dernier checkpoint, et là, je me pose, et là, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie de pleurer, enfin, j'ai toutes les émotions qui arrivent. Ouais, ouais, Et c'est pas facile. j'imagine. Et donc, tu t'élances du dernier checkpoint finalement, le checkpoint numéro 10. Là, tu sais qu'il te reste 17 kilomètres, donc tu es très entamé physiquement et moralement, c'est dur. Est-ce que malgré tout, la perspective de te dire que c'est le dernier tronçon de la course, est-ce que ça te remet aussi dans une bonne dynamique et tu as l'impression que tu touches au but, ou la douleur et la charge mentale est trop forte à ce moment-là? Bon, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce en fait, il y a 5-6 kilomètres dans des canyons, donc bon, ça va à peu près. Il y a un truc qui coule, c'est que il y a un 4x4 qui arrive, et en fait, c'est Charlotte qui est venue à ma rencontre pour m'encourager, donc Charlotte qui était elle-même inscrite sur un des formats du Trek. qui avait fait le 90 et qui avait fini dans la nuit. Et après sa course, elle est venue et du coup, Elle est elle venue est à ta venue à ma rencontre. rencontre. Donc voilà, sauf que j'essaie de courir et en fait, le truc c'est qu'elle me voit courir et genre j'ai tout le poids du monde sur les épaules, donc je suis avachi, j'essaie de courir et je crois que je dois courir à 7 km/h, un truc comme ça. Et en Mhm. fait, le fait de me voir dans cet état, je suis livide et tout, et je la vois et elle a les larmes qui commencent à couler, tu vois.
Voilà. Et en fait, tu sais, je la vois et du coup, je me dis, ok, ouais, là, je suis dans un sale état. Mais finalement, voilà, Ça a eu un c'est une effet quand petite même canyonne de et boost, oui, j'imagine. oui, ça m'a fait plaisir. Mais par contre, les 10 derniers kilomètres, là, on est repassé sur une zone désertique jusqu'à l'arrivée où il y avait rien. C'était juste une grosse plaine de 10 bornes. En fait, pareil que dans la nuit, tu voyais le bout, mais en fait, c'était tellement loin que t'avançais pas, quoi. Donc, ouais, non, c'était la fin était très compliquée, ouais. Tu as franchi la ligne d'arrivée au bout de combien d'heures? 30 heures, du coup. D'accord. Et donc tu franchis la ligne en première position. Ouais, ouais, du coup, Guillaume est 1 heure et demie ou 2 heures derrière, finalement. Et puis, ouais, voilà, du coup, là, je m'écroule physiquement, mentalement, moralement. Enfin, voilà, tu lâches tes larmes, Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? t'as beaucoup d'émotions qui sont différentes parce que effectivement, t'as de la joie, mais t'es tellement épuisé que tu sais pas où t'es, t'as chaud, t'as froid. Là, c'est compliqué quand même. Quand tu finis des trucs comme ça, ouais, c'est pas facile. Donc, Et toi, rétrospectivement, quand tu penses à cette course, est-ce qu'elle t'a apporté des choses d'un point de vue sportif, mais aussi peut-être en termes humains, des choses que tu as appris sur toi ou dans tes échanges avec les gens sur place? Enfin, est-ce qu'il y a eu un avant et un après trek pour toi? bah oui, quand on sort du trek, on en ressort un petit peu différent. Ça, c'était Jean-Philippe qui le disait. Et en fait, il a complètement raison. Donc, effectivement, j'ai appris beaucoup sur moi, beaucoup sur les autres. Et ouais, non, c'était une aventure unique, hors du commun. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, peut-être, hormis Ah oui, mais c'est les sûr, coutures sur parce tes que du chaussures? coup, Ouais. non, parce que du coup, quand j'ai fini, je passe la ligne, j'ai eu et donc il y a une médecin qui s'appelle Isabelle qui s'occupait de moi, donc je lui fais un petit coucou si elle écoute. Et en fait, elle dit qu'elle avait, je crois, jamais vu ça. J'avais 15 ampoules par pied, dont des ampoules à un stade assez grave. Tu vois, j'avais les pieds qui avaient doublé de volume, c'était enflé. Et ils se sont demandé comment j'y arrivais encore à courir avec les pieds comme ça. Ce qui peut être dangereux parce qu'en fait, les ampoules, il peut y avoir des amputations si ça s'infecte et tout ça. Il y a déjà eu des amputations sur des courses comme le marathon des sables ou des choses comme ça. Donc voilà. J'ai fait une infection d'ailleurs en rentrant en Afrique du Sud et j'ai vu un médecin là-bas qui m'a mis, quand je suis rentré, direct sur antibiotiques. Je cherchais le nom. D'accord, ouais. Et du coup, ouais, non, au final, cette course, ouais, non, ça a été incroyable. J'ai beaucoup appris. C'était beaucoup d'émotions. C'est une course que tu envisages de refaire un jour? Alors, c'est un truc qui savoure, donc c'est pas un truc que je referai tous les ans. Mais effectivement, là, j'ai vraiment envie d'y retourner, ouais. Là, c'était en 2017, donc là, tu vois, ça fait 3 ans. Ouais, c'est quelque chose que j'ai envie où j'ai envie d'y retourner, ouais, c'est sûr. Et du coup, après, on a fait la remise des prix. En fait, pour finir un petit peu sur le côté émotion, l'émotion de la course. On fait la remise des prix, très protocolaire du coup, tu vois, avec les ministres, les responsables des régions, tous les participants, toute l'organisation qui a été incroyable, les gens, les bénévoles et tout. Bon, bref. Et en fait, du coup, je sais pas ce que j'avais. En fait, du coup, j'ai demandé Charlotte en mariage là-bas pendant la Ah, je cérémonie savais devant pas. tout le monde au pied. Ouais, voilà, Génial. voilà. Et elle a dit oui. Ah oui, elle a dit oui. Elle t'a vu dans un état Et de puis, fatigue avancé. Elle s'est dit, je peux encore moins lui refuser. Je peux pas lui ouais, faire bah ça. après c'était 3 jours après, D'accord, t'avais l'arrivée récupéré. parce qu'en fait du coup les autres participants, le dernier je crois il a mis 67 heures. Donc du coup pendant 3 jours après il y a des avions arrivants qui arrivent bon, c'est espacé mais voilà. Après tu restes pendant 3 jours au camp et en fait on a été en 4x4 jusqu'au bout du parcours. On est retourné à l'Arche Allô? d'Aloba et en fait, j'ai refait le parcours en 4x4 et là, je me suis dit, mais attends, c'est impossible de le faire à pied. Et C'est un tu l'as truc de fait malade. pourtant. Ah oui, c'est un Ouais. truc de fou. Et pas que moi. Et tous les gens qui ont fait cette course, c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que, en gros, pas une course, c'est une aventure physique, humaine. C'est une méditation, c'est tout ce que tu veux. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage hors du temps. C'est un voyage de ton esprit, de ton corps, c'est un voyage avec des rencontres. Donc ouais non, c'est un truc incroyable. C'est pas vraiment une course, c'est une aventure, c'est un trip, ouais. Génial. Écoute, merci beaucoup Vincent d'avoir partagé ce témoignage et cette aventure incroyable hors du temps. Et puis je pense aussi hors des standards de course que l'on a l'habitude de voir.
Si on se projette un tout petit peu là sur ton avenir à court terme, est-ce que tu peux nous parler de tes grands rendez-vous là, le calendrier est évidemment un peu incertain avec la période qu'on a connue récemment au Covid. Mais voilà, est-ce que tu as déjà, toi, un agenda assez précis des prochaines échéances ou des grands rendez-vous? Ouais, alors ça tombe bien parce que du coup là, je vais faire un grand voyage encore, mais à côté de chez moi. En fait, le 13 juin, j'ai fait une trace et en partant de chez moi à Annecy et pour rejoindre Chamonix à pied par les sentiers et par les massifs. Donc, on va faire un massif des Bornes, les Lières, les Aravis, les Fises et les Aiguilles Rouges pour arriver à l'église de Chamonix. Du coup, je vais faire ça avec 4 potes, donc on va être une bande de 5. En fait, le parcours fait 110 km et 9000 mètres de dénivelé. Et Oula, voilà, ça va être ça va être très costaud. Mais voilà, c'est la prochaine aventure qui est dans maintenant. Là, on est à 15 jours. Et je vais faire partager ça sur les réseaux sociaux, évidemment. Et des fois, c'est vrai que l'aventure, elle est juste au bout de ta porte. Et c'est vrai que voilà. Mais je vous invite quand même à aller au Tchad faire le trek avec Jean-Philippe, quoi. Voilà. on prend note. Et pour conclure cet épisode, Vincent, est-ce que tu pourrais partager avec nous le motto qui te tient, enfin voilà, est-ce que la devise qui est pour toi un guide ou une espèce d'inspiration à laquelle tu t'accroches au quotidien, est-ce que tu as une phrase au-dessus de toi qui te porte? Ouais, bah, en fait, j'ai pas vraiment de phrase, mais juste, voilà, sortez, bougez, et surtout, ouvrez une carte ou un livre et allez découvrir ce qui se passe autour de chez vous ou autour du monde. Après, c'est vrai qu'avec le contexte actuel autour du monde, c'est un peu moins d'actualité, Il y a mais beaucoup de ouais, belles choses à portée de main. ouais, voilà. Donc voilà, sortez et allez découvrir et explorer tout ce qui nous entoure, quoi. Parfait. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous cette course épique et de nous avoir embarqués avec toi sur ces territoires peu explorés, à la découverte d'un pays et de décors que je pense peu d'entre nous connaissaient. J'espère que ça donnera effectivement des idées à certains. Et puis voilà, c'était aussi important pour nous chez Course Épique de pouvoir relayer par ton intermédiaire ces courses qui sont peut-être un peu moins exposées, un peu moins sous les feux des projecteurs. C'est aussi bien, je pense, de leur donner un écho et de la porter à la connaissance du plus grand monde. Merci en tout cas, Vincent. Ça a été un plaisir. Avec À, plaisir aussi, plaisir partagé. Merci à vous. à très bientôt, Salut Vincent. Guillaume. Ouais. Salut, Salut merci. Guillaume. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique? Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.